Après avoir tout perdu, elle a trouvé un abri souterrain secret, puis tout a basculé. Dis-nous en commentaire depuis quelle ville tu nous écoutes. Clique sur « J'aime » et entrons dans l'histoire. La nuit où Léa Morin a perdu sa mère, il pleuvait si fort que les essuie-glaces ne servaient plus à rien. Hélène Morin conduisait prudemment sur la départementale entre Vienne et Lyon, comme elle le faisait chaque vendredi soir après son service de nuit à l'hôpital. Léa dormait sur la banquette arrière, enveloppée dans son blouson en jean, la joue collée contre la vitre froide. Elle avait 11 ans. Elle ne se souviendrait jamais du choc, seulement du silence qui avait suivi. Un silence immense, cotonneux, comme si le monde entier avait suspendu son souffle. Puis les sirènes, puis les lumières rouges et bleues qui tournaient dans la nuit, puis le visage d'un pompier penché sur elle, qui lui parlait doucement, mais dont les mots ne formaient aucun sens. Et puis, plus rien. Quand Léa se réveilla à l'hôpital, 3 jours avaient passé. Une assistante sociale était assise à côté de son lit. Une femme aux cheveux courts et au sourire trop professionnel pour être sincère. Elle lui expliqua les faits dans un langage lent, articulé, comme si Léa était sourde ou stupide. Sa mère était morte sur le coup. Aucune famille connue. Le père de Léa n'avait jamais été dans le tableau. Pas de grands-parents vivants. Pas d'oncles, pas de tantes, pas de cousins identifiables. Léa Morin était seule au monde. Et à 11 ans, quand on est seul au monde en France, on ne choisit pas où l'on va. On vous place. On vous met dans une voiture avec un sac en plastique contenant vos affaires. On vous conduit à travers des rues que vous ne connaissez pas, dans une ville que vous n'avez pas choisie. Et pendant tout le trajet, l'assistante sociale parle au téléphone, et vous regardez par la fenêtre les gens qui vivent leur vie normale. Une mère qui tient la main de son enfant, un père qui porte un cartable. Et vous comprenez, avec une violence silencieuse, que cette normalité ne vous appartient plus. Le foyer, les Glycines, se trouvait à la périphérie de Grenoble, coincé entre une zone industrielle et un terrain vague envahi par les herbes folles. De l'extérieur, le bâtiment avait l'air presque correct. Des murs crépis, un portail bleu, une petite cour avec un tilleul maigre au centre. Mais il suffisait de franchir le seuil pour comprendre. L'odeur, d'abord. Un mélange d'eau de Javel bon marché et de cuisine trop grasse, mêlée à quelque chose de plus subtil, de plus ancien. Une odeur de résignation, peut-être. 35 enfants vivaient ici. Des lits superposés alignés dans des chambres trop petites. Des draps qui n'étaient changés qu'une fois par semaine, quand ils l'étaient. De la nourriture sans saveur, servie en portions insuffisantes. Et des éducateurs débordés, sous-payés, qui passaient plus de temps à remplir des formulaires qu'à regarder les enfants dans les yeux. La directrice s'appelait Géraldine Vasseur. Une femme d'une 50aine d'années, élégante d'une façon froide, toujours vêtue de tailleurs sombres et de colliers de perles. Elle parlait d'une voix douce, mesurée, presque maternelle. Mais ses yeux ne souriaient jamais. Léa la remarqua dès le premier jour. Vasseur avait ce don particulier de paraître bienveillante en surface, tout en émettant un signal de danger que seuls les enfants percevaient. Les adultes, inspecteurs, assistants sociaux, bénévoles, voyaient une femme dévouée, impeccable. Les enfants, eux, voyaient autre chose. Ils voyaient la façon dont sa mâchoire se contractait quand un visiteur partait. La manière dont ses talons claquaient plus fort dans le couloir après un contrôle. Et surtout, la règle non dite, celle que chaque enfant apprenait dans les premiers jours. Ne jamais parler à un adulte extérieur sans autorisation. Jamais. Les jours avaient une structure rigide aux Glycines. Réveil à 6h30. Douche froide, l'eau chaude ne fonctionnait que 2 jours par semaine et Vasseur décidait lesquels. Petit déjeuner silencieux, un bol de lait tiède, une tartine de pain rassis. Puis les corvées du matin, assignées la veille par un tableau affiché dans le couloir. Certains nettoyaient, d'autres triaient le linge. Les plus grands étaient envoyés dans la cour pour déblayer, repeindre, porter des cartons, un travail de maintenance que le foyer aurait dû payer à des professionnels. L'école se faisait dans une salle du premier étage, avec un seul éducateur pour 3 niveaux différents. Les manuels dataient de 10 ans. Les stylos manquaient. Personne ne vérifiait si les enfants apprenaient réellement quoi que ce soit. L'après-midi, c'était le temps libre en théorie. En pratique, les enfants n'avaient nulle part où aller. La cour était un rectangle de béton encadré de grillages. La bibliothèque était fermée à clé. La télévision de la salle commune ne fonctionnait qu'1 heure par jour, et uniquement quand Vasseur le décidait. Ceux qui enfreignaient cette règle disparaissaient du foyer en quelques jours. Officiellement, ils étaient
transférés vers un établissement mieux adapté. En pratique, personne ne savait où ils allaient. Et personne n'osait demander. Léa comprit très vite. Elle observa. Elle écouta. Elle devint invisible. Pendant les premières semaines, elle ne parla presque pas. Les autres enfants la regardaient avec méfiance, la nouvelle, encore sous le choc, encore en train de chercher sa mère dans ses rêves. Mais Léa n'était pas faible. Sa mère lui avait appris une chose essentielle, bien avant l'accident, observer avant d'agir. Hélène Morin était infirmière de nuit aux urgences de l'hôpital de Vienne. Elle avait vu assez de détresse humaine pour savoir que la survie commence toujours par la compréhension de son environnement. Et Léa avait hérité de cette intelligence silencieuse. Alors elle regarda. Elle nota les détails. Elle comprit que les éducateurs les plus anciens avaient un regard éteint, comme s'ils avaient renoncé depuis longtemps à changer quoi que ce soit. Elle comprit que l'argent manquait dans les assiettes mais pas dans le bureau de Vasseur, où un parfum coûteux flottait en permanence et où un nouveau sac à main apparaissait chaque mois. Elle comprit que certains enfants travaillaient. Pas officiellement, bien sûr. Mais le samedi matin, un petit groupe de 8 ou 10 adolescents montait dans un minibus blanc, conduit par un homme trapu que tout le monde appelait Monsieur Gilles. Il partait à l'aube et revenait le soir, épuisé, les mains rouges, sans un mot. Quand Léa demanda à une fille de sa chambre où ils allaient, la réponse fut un regard terrifié et un murmure. Ne pose pas de questions sur le minibus. 3 mois passèrent. Léa apprit à survivre. Elle mangeait vite, dormait peu, évitait les couloirs la nuit. Elle avait trouvé à un coin de la bibliothèque, une petite pièce poussiéreuse dont personne ne se servait, où elle pouvait lire en paix pendant les heures libres. C'est là qu'elle rencontra Thomas. Thomas avait 13 ans. Il était au foyer depuis 4 ans, plus longtemps que n'importe qui d'autre. Un garçon maigre, silencieux, avec des yeux trop vieux pour son âge et une cicatrice fine sur la tempe gauche qu'il ne montrait jamais. Il lisait, lui aussi. C'est comme ça qu'ils se trouvèrent, assis chacun dans un coin de la petite pièce poussiéreuse, jour après jour, sans se parler. Au début, ils échangeaient juste des regards, puis des titres de livres, puis des phrases courtes, murmurées pour ne pas être entendues. Thomas avait cette manière de parler qui ressemblait à un code. Il ne disait jamais les choses directement. Il tournait autour, testait, vérifiait que Léa comprenait sans qu'il ait besoin de tout expliquer. C'était le langage des enfants qui ont appris que les mots peuvent être utilisés contre vous. Mais petit à petit, la confiance s'installa. Un mardi soir, après le dîner, Thomas s'assit à côté d'elle dans la bibliothèque et dit simplement « Tu veux savoir pourquoi personne ne reste ici plus d'1 an ?» C'est ainsi que Léa apprit la vérité. Thomas savait tout sur les glycines. Il savait que Vasseur détournait au moins la moitié des subventions publiques. Il savait que les transferts n'étaient pas de vrais transferts. Les enfants qui partaient finissaient dans des familles d'accueil non agréées, souvent dans des fermes isolées des Alpes, où ils travaillaient sans salaire et sans contrôle. Et il savait une chose de plus. Quelque chose qu'il ne confia à Léa qu'après des semaines de silence partagé dans la bibliothèque. Il y avait eu une éducatrice, autrefois. Une femme qui s'appelait Nathalie Perrin. Elle travaillait au foyer depuis 2 ans quand elle avait commencé à poser des questions. Des questions sur les finances, sur les transferts, sur le minibus blanc du samedi. Un matin, Nathalie Perrin n'était plus venue travailler. Officiellement, elle avait démissionné. Mais Thomas avait vu autre chose. La veille de sa disparition, il l'avait vue sortir du bureau de Vasseur en pleurant. Et le lendemain, 2 hommes qu'il n'avait jamais vus étaient venus récupérer ses affaires. Elle avait trouvé des preuves, murmura Thomas. Elle les avait cachées quelque part. Vasseur l'a su. Et Nathalie a disparu. Léa sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale. Comment tu sais qu'elle avait des preuves? Thomas hésita. Puis il sortit de sa poche un petit papier plié, jauni par le temps. Un mot griffonné à la hâte, sur un coin de formulaire administratif. 4 mots, suivis de coordonnées géographiques. La vérité est dessous. Et en dessous, un nom de lieu. Ferme Blanchard, col de Menay. Thomas regarda Léa droit dans les yeux. Nathalie m'avait donné ça la veille de sa disparition. Elle m'a dit, si quelque chose m'arrive, donne ce papier à quelqu'un en qui tu as confiance. Quelqu'un de courageux. Il fit une pause. En 4 ans, tu es la première personne à qui j'ai osé le montrer. Léa regarda le papier. Ses mains tremblaient légèrement. Le col de Menay. C'était dans le Vercors, à 2 heures de route au sud de Grenoble. Elle le savait parce que sa mère Lie avait emmené une fois, lors d'une randonnée d'été, quand la vie était encore un endroit sûr. Mais avant qu'il puisse parler davantage, tout bascula. Le surlendemain,
Thomas fut convoqué dans le bureau de Vasseur. Il n'en ressortit pas. Le soir même, un éducateur annonça que Thomas avait été transféré vers un foyer spécialisé dans le Jura. Léa ne dit rien. Mais cette nuit-là, allongée dans le noir, elle prit une décision. Elle partirait. Pas pour fuir, même si chaque fibre de son corps le voulait. Elle partirait pour trouver ce que Nathalie Perrin avait caché. Ce que Thomas avait protégé pendant 4 ans. Ce que Vasseur avait si peur que quelqu'un découvre. L'évasion eut lieu 3 jours plus tard. Léa utilisa ces 3 jours pour préparer chaque détail. Elle observa les horaires des éducateurs de garde, nota les rotations, repéra les angles morts des 2 caméras de surveillance, l'une couvrait le portail d'entrée, l'autre le couloir du rez-de-chaussée. Mais aucune ne pointait vers l'arrière du bâtiment, là où se trouvaient la chaufferie et les poubelles. Elle commença à accumuler des provisions discrètement. Un biscuit ici, un sachet de sucre là, une bouteille d'eau remplie au lavabo des toilettes. Elle plia ses 2 t-shirts de rechange dans un sac en plastique qu'elle glissa dans son sac à dos, sous le lit, hors de vue des éducateurs qui faisaient une inspection rapide chaque matin. Le 3e soir, Léa avait repéré une faille dans le grillage, derrière la chaufferie, à un endroit que les caméras ne couvraient pas. Elle attendit la relève de nuit, le moment précis où l'éducateur de garde allait chercher son café, et se glissa dehors. Elle portait un sac à dos avec tout ce qu'elle possédait. 2 t-shirts, un pull, le papier de Nathalie, une lampe de poche volée au local technique, un paquet de biscuits et 50 € qu'elle avait économisés centime par centime en ramassant des pièces tombées dans la cour et les couloirs. La nuit était froide. Mars dans les Alpes, ça ne pardonne pas. Elle marcha jusqu'à la gare routière de Grenoble, attendit le premier quart du matin, et monta dans le bus en direction de Châtillon-d'Ivoire, la ville la plus proche du col de Menai. Elle voyagea en silence, le front contre la vitre. Comme cette nuit-là, celle de l'accident. Sauf que cette fois, elle ne dormait pas. À Châtillon-d'Ivoire, elle descendit dans un village encore endormi. Des maisons de pierre aux volets de bois, une fontaine sur la place, des montagnes tout autour qui découpaient le ciel gris. Le col de Menai était à 15 kilomètres. Léa marcha. Elle suivit la route départementale pendant un moment, puis bifurqua sur un chemin forestier quand elle entendit une voiture approcher. Elle ne voulait pas être vue. Une enfant de 11 ans seule sur une route de montagne en pleine semaine, ça attire l'attention. La marche dura près de 4 heures. Le chemin montait sans cesse, entre des hêtres nus et des pins sylvestres qui craquaient sous le vent. Le sol était encore gelé par endroits, et Léa devait faire attention à chaque pas pour ne pas glisser sur les plaques de givre. Elle croisait parfois des traces d'animaux dans la boue, des biches, peut-être, ou des renards, et cette présence invisible la rassurait étrangement. Au moins, elle n'était pas la seule créature vivante à se déplacer dans ces montagnes. Elle s'arrêta 2 fois pour manger un biscuit et boire un peu d'eau à un ruisseau. L'eau était si froide qu'elle lui brûla les lèvres. Vers midi, le brouillard descendit. Épais, blanc, total. Léa ne voyait pas à 10 mètres devant elle. Elle faillit rebrousser chemin. Mais quelque chose la poussait en avant, pas du courage, pas exactement. Plutôt l'absence d'alternative. Retourner en arrière, c'était retourner au foyer, à Vasseur, au silence forcé. Et ça, c'était pire que n'importe quel brouillard. Ses pieds lui faisaient mal. Le froid mordait à travers son pull trop fin. Mais chaque pas la rapprochait de quelque chose, elle ne savait pas encore de quoi. Mais elle sentait que c'était important. Vital, même. Quand elle atteignit le col de Menai, elle commença à chercher. Là, ferme Blanchard. Elle demanda à un berger qu'elle croisa sur un sentier. L'homme, un vieux bonhomme sec et tanné par le soleil, la regarda avec surprise. La ferme Blanchard, ça fait des lustres que personne n'y vit. C'est en ruine, cette baraque. Elle est en contrebas du col, après le bois de Hetz. Mais qu'est-ce qu'une gamine comme toi fait toute seule ici? Léa improvisa un mensonge, elle était en randonnée avec sa classe, elle s'était éloignée du groupe, et repartit avant que le berger ne puisse poser d'autres questions. Elle trouva la ferme Blanchard en fin d'après-midi. C'était un bâtiment bas, en pierre sèche, à demi effondré, envahi par le lierre et les ronces. Le toit avait cédé en plusieurs endroits, et les fenêtres n'étaient plus que des rectangles noirs ouverts sur le vide. Léa poussa la porte, ou plutôt ce qu'il en restait. L'intérieur sentait la terre mouillée, le bois pourri et quelque chose de minéral, de profond, comme si la montagne elle-même respirait à travers les murs. Une grande pièce. Un âtre de cheminée noirci. Des restes de meubles rongés par le temps. Et rien d'autre. Léa sentit le découragement monter.
Elle avait marché des heures pour trouver des ruines. Un lieu abandonné depuis des décennies, sans rien de remarquable. Puis elle se souvint des mots de Nathalie. La vérité est dessous. Dessous. Pas dedans. Dessous. Léa se mit à examiner le sol. Pierre, terre battue, dalles irrégulières. Rien de particulier. Elle tapa du pied, centimètre par centimètre, écoutant le son. Sourd, 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 puis creux. Un son creux, net, juste devant la cheminée. Son cœur s'emballa. Elle s'agenouilla et gratta la terre avec ses mains. Sous quelques centimètres de poussière et de gravats, elle sentit du métal. Une plaque, rouillée, lourde, mais avec une poignée. Léa tira de toutes ses forces. Le métal grinça, résista, puis céda d'un coup. En dessous, un escalier. Des marches étroites, creusées dans la roche, qui descendaient dans l'obscurité. Un souffle d'air frais monta vers elle, un air qui n'avait pas été remué depuis des années, peut-être des décennies. Léa alluma sa lampe torche et descendit. Ce qu'elle trouva au bas de l'escalier lui coupa le souffle. Une pièce souterraine, vaste, creusée à même la roche calcaire du Vercors. Les murs étaient bruts mais secs, avec cette teinte encre pâle que prend le calcaire quand il est à l'abri de l'eau depuis longtemps. Le plafond, assez haut pour qu'un adulte s'y tienne debout, portait encore les marques régulières des outils qu'il avait creusés, des coups de pioche patients, méthodiques, comme les lignes d'une partition. L'air était frais, immobile, et sentait la pierre ancienne et la cire d'abeille. Et la pièce n'était pas vide. Il y avait des étagères en bois le long des murs, chargées de boîtes de conserve encore scellées. Des couvertures de laine pliées dans un coffre de bois. Des livres, des dizaines de livres, protégés par du papier ciré, dont certains portaient des titres que Léa reconnut immédiatement. Les Misérables, Le Petit Prince, 20 000 lieues sous les mers. Des bougies, des allumettes dans des boîtes hermétiques. Un réchaud à pétrole. Des bidons d'eau. Un sac de couchage militaire. Dans un coin, il y avait même un petit miroir accroché au mur, terni par le temps mais encore utilisable, et en dessous, un broc en émail bleu avec une serviette pliée à côté, comme si quelqu'un avait préparé cet endroit non pas juste pour survivre, mais pour vivre dignement. Quelqu'un avait préparé cet endroit avec amour. Et quelqu'un y avait vécu. Contre le mur du fond, il y avait un petit bureau, en bois sombre, simple, solide. Et dessus, posée comme si elle attendait, une enveloppe. Léa s'approcha lentement. L'enveloppe portait une inscription manuscrite, à l'encre bleue, dans une écriture fine et tremblante. À celui ou celle qui trouvera cet abri et en aura besoin. Léa brisa le cachet. La lettre était longue. Plusieurs pages d'une écriture serrée, mais lisible. Elle commença à lire. Je m'appelle Henri Blanchard. J'ai été médecin à Grenoble pendant 32 ans et résistant pendant la guerre. En 1943, quand les Allemands ont occupé le Vercors, j'ai creusé cet abri avec l'aide de 4 compagnons. Nous y avons caché 14 enfants juifs pendant 8 mois, jusqu'à la libération. Aucun n'a été pris. Après la guerre, j'ai conservé cet abri. La paix ne dure jamais éternellement, et il faut toujours un endroit sûr pour ceux qui n'en ont pas. Si tu lis cette lettre, c'est que le monde n'a pas beaucoup changé depuis mon époque. Il y a encore des gens qui ont besoin de se cacher. Des gens sans défense, sans voix, sans refuge. Cet endroit est pour toi. Il y a des provisions pour plusieurs semaines. De l'eau potable dans les bidons. Des livres pour nourrir ton esprit. Et surtout, il y a un passage. Derrière l'étagère du mur tu trouveras une ouverture. Elle mène à un réseau de galeries naturelles qui débouche de l'autre côté de la montagne, près du hameau de Bénevise. Si jamais quelqu'un te trouve ici et que tu dois fuir, c'est par là que tu partiras. Prends soin de cet endroit. Et quand tu n'en auras plus besoin, laisse-le en état pour le prochain. Léa reposa la lettre, les yeux brouillés de larmes. Un homme qu'elle n'avait jamais connu, mort depuis peut-être des décennies, avait pensé à elle. À quelqu'un comme elle. Et ce refuge avait traversé le temps pour l'accueillir. Cette nuit-là, pour la première fois depuis la mort de sa mère, Léa dormit profondément. Elle se réveilla le lendemain dans un silence total. Pas de bruit de couloir, pas de cris d'enfant, pas de talons de vasseur claquant sur le carrelage. Juste le silence de la pierre et le souffle discret de l'air qui circulait dans les galeries. Léa s'organisa. Elle inventoria les provisions, il y avait assez pour un mois si elle faisait attention. Les conserves étaient anciennes mais intactes. Haricots, sardines, fruits au sirop, les concentrés. L'eau des bidons était encore bonne.
Elle installa le sac de couchage sur une couverture épaisse, créa un coin lecture près d'une bougie et commença à explorer méthodiquement l'abri. C'est là qu'elle fit la première découverte inattendue. Derrière les livres, sur la 3e étagère, il y avait une boîte en métal qui ne correspondait pas au reste. Les autres objets étaient anciens, années 40, 50, 60. Cette boîte-là était moderne. Du métal brossé, un fermoir récent, pas de rouille. Quelqu'un l'avait placé ici récemment. Léa l'ouvrit. À l'intérieur, des documents. Des dizaines de pages imprimées, des photocopies, des captures d'écran imprimées, des relevés bancaires. Et tout en haut de la pile, une feuille manuscrite. L'écriture était différente de celle d'Henri Blanchard. Plus ronde, plus rapide, plus féminine. Si tu trouves ces documents, c'est que je n'ai pas pu les transmettre moi-même. Mon nom est Nathalie Perrin. J'étais éducatrice spécialisée au foyer Les Glycines, à Grenoble. Ce que tu as entre les mains est la preuve d'un système organisé de maltraitance, de détournement de fonds publics et de placement illégal d'enfants dans des exploitations agricoles non déclarées. La directrice, Géraldine Vasseur, dirige ce système depuis au moins 8 ans. Elle bénéficie de la complicité d'au moins 3 fonctionnaires du conseil départemental de l'Isère qui ferment les yeux en échange d'une partie des subventions détournées. J'ai passé 1 an à rassembler ces preuves. Des relevés bancaires, des témoignages enregistrés, des photographies, des copies de faux documents de transfert. Je les ai cachés ici parce que c'est le seul endroit que personne ne connaît. Henri Blanchard était mon grand-père. Il m'a montré cet abri quand j'étais enfant. Je savais qu'il serait en sécurité. Si je suis parti sans ces documents, c'est que j'ai été empêché de les récupérer. Vasseur m'a menacé. Elle sait que je sais. Et je crois qu'elle est prête à aller très loin pour que ces preuves ne sortent jamais. Si tu es un adulte, contacte la brigade de protection des mineurs de Lyon. Pas celle de Grenoble, Vasseur, il y a des alliés. Demande le commissaire Renaud Légier. C'est le seul en qui j'ai confiance. Si tu es un enfant, alors pardonne-moi. Pardonne-moi de n'avoir pas été assez forte pour te protéger avant. Mais ces papiers sont à force maintenant. Utilise-les. Nathalie. Léa relut la lettre 3 fois. Ses mains ne tremblaient plus. Ce qu'elle ressentit n'était pas de la peur. C'était de la colère. Une colère froide, précise, qui brûlait comme de la glace dans sa poitrine. Thomas avait eu raison. Nathalie avait bien trouvé des preuves. Elle les avait cachées dans le seul endroit sur qu'elle connaissait, l'abri secret de son grand-père. Et puis Vasseur l'avait fait taire. Léa passa les jours suivants à lire chaque document. Elle s'installa dans une routine minutieuse. Le matin, elle se réveillait avec le froid. L'abri était frais mais constant, autour de 12 degrés, ce qui était supportable avec le sac de couchage militaire et les couvertures de laine. Elle mangeait une boîte de conserve, sardines ou haricots, en alternant avec un morceau de biscuit sec qu'elle rationnait avec une discipline étonnante pour son âge. Puis elle travaillait. Elle étala les documents sur le bureau d'Henri Blanchard, les tria par catégorie, finances d'un côté, témoignages de l'autre, documents administratifs au centre et commença à les lire un par un, crayon en main, annotant dans les marges, reliant les informations entre elles. Sa mère lui avait appris ça, sans le savoir. Hélène Morin organisait ses dossiers de patients avec la même rigueur, les mêmes gestes méthodiques, les mêmes annotations dans les marges. Léa avait grandi en la regardant faire, le soir, à la table de la cuisine. Et ces gestes-là lui revenaient maintenant comme un héritage invisible. Les relevés bancaires montraient des transferts réguliers entre le compte du foyer et plusieurs comptes personnels au nom de Vasseur et de 3 autres personnes. Les montants étaient considérables, des dizaines de milliers d'euros chaque trimestre. Les faux documents de transfert portaient des signatures contrefaites et des tampons de foyer qui, d'après les notes de Nathalie, n'existaient tout simplement pas. Les témoignages transcrits à la main venaient d'anciens enfants du foyer qui décrivaient les conditions de travail dans les fermes isolées, journées de 12 heures, pas de scolarisation, punition physique, isolement total. C'était un système parfaitement rodé. Vasseur recevait les enfants. L'État payait pour leur prise en charge. Vasseur empochait la majeure partie de l'argent. Et les enfants les plus problématiques, ceux qui posaient des questions, ceux qui n'avaient personne pour les réclamer, étaient envoyés dans des fermes où ils devenaient une main-d'œuvre gratuite et invisible. Léa comprit alors pourquoi Thomas avait disparu. Il posait trop de questions. Il savait trop de choses. Et il n'avait personne. Personne sauf elle. Le 5e jour dans l'abri, Léa prit une décision. Elle ne pouvait pas rester cachée éternellement. Les provisions duraient un moment, mais pas indéfiniment. Et surtout, les enfants du foyer étaient encore là-bas.
Thomas était quelque part, peut-être dans l'une de ses fermes, peut-être en danger. Elle devait sortir. Mais pas n'importe comment. Elle devait trouver le commissaire Légier à Lyon. Le problème était simple et immense à la fois. Lyon était à plus de 150 kilomètres. Elle avait 11 ans. Elle était officiellement portée disparue. Son visage figurait probablement sur des avis de recherche. Et si Vasseur avait des alliés dans la police de Grenoble, il y avait des chances qu'on la cherche non pour la sauver, mais pour la ramener. Léa réfléchit pendant 2 jours. Puis elle se souvint du passage mentionné dans la lettre d'Henri Blanchard. Derrière l'étagère du muret. Elle poussa les livres, déplaça la planche du fond, et trouva l'ouverture. Un boyau étroit dans la roche, juste assez large pour une personne mince. Elle s'y glissa avec sa lampe. Le tunnel descendait d'abord, puis remontait en courbe douce. L'air était humide mais respirable. Après 20 minutes de progression, elle aperçut une lueur grise. La sortie. Elle déboucha sur le versant opposé de la montagne, dans un sous-bois de hêtres, à quelques centaines de mètres d'un petit hameau de 3 maisons. Bénevise. C'est là qu'elle rencontra Marcel Deveau. Marcel avait 73 ans. Il vivait seul dans la dernière maison du hameau depuis la mort de sa femme, 10 ans plus tôt. Ancien instituteur, retraité, il partageait son temps entre son potager, ses chèvres et les mots croisés du Dauphiné libéré. Il trouva Léa assise sur un muret, sale, épuisée, les yeux rouges mais le regard déterminé. N'importe quel adulte aurait appelé la gendarmerie immédiatement. Marcel ne le fit pas. Pas tout de suite. Il y avait quelque chose chez cet enfant, une urgence, une gravité qui l'arrêta. Après 40 ans à enseigner dans des écoles rurales, Marcel connaissait les enfants. Il savait reconnaître un caprice, une fugue adolescente, un coup de tête. Et il savait aussi reconnaître la terreur réelle. Celle qui ne se fabrique pas. Celle qui se lit dans la raideur des épaules, dans la façon de scruter chaque bruit, dans le regard qui vérifie les sorties avant de s'asseoir. Cet enfant avait peur. Vraiment peur. Mais elle tenait debout. Et ça, Marcel le respectait. « Tu as faim ?» demanda-t-il simplement. Léa hocha la tête. Il lui prépara un bol de soupe, du pain, du fromage de chèvre. Il la laissa manger en silence. Et quand elle eut fini, il s'assit de l'autre côté de la table et dit « Maintenant, raconte-moi. » Léa hésita. La dernière fois qu'un enfant du foyer avait fait confiance à un adulte, elle pensait à Thomas. Cela avait mal tourné. Mais il y avait quelque chose chez Marcel. Quelque chose dans la patience de ses mains larges posées sur la table, dans le calme de sa voix, dans le fait qu'il n'avait pas touché son téléphone. Elle raconta tout. Le foyer. Vasseur. Le minibus blanc. Les transferts. Nathalie Perrin. Le papier de Thomas. La ferme Blanchard. L'abri souterrain. Les documents. Marcel l'écouta sans l'interrompre une seule fois. Quand elle eut terminé, il resta silencieux un long moment. Puis il dit quelque chose qui changea tout. Henri Blanchard était mon ami. Léa le regarda, stupéfaite. On a grandi ensemble dans ce village. Après la guerre, il venait encore ici presque chaque été. Il ne parlait jamais de l'abri. Je ne savais même pas qu'il existait. Mais il disait toujours une chose, un jour, quelqu'un qui en aura besoin trouvera ce que j'ai laissé. Marcel se leva et prit ses clés de voiture. Je ne vais pas appeler la gendarmerie. Pas celle d'ici, en tout cas. Et pas maintenant. Mais je connais quelqu'un à Lyon. Quelqu'un de fiable. Ce quelqu'un s'appelait Claire Maréchal. Journaliste d'investigation au Progrès de Lyon, spécialisée dans les affaires de maltraitance institutionnelle. Marcel la connaissait depuis 20 ans, elle avait fait un reportage sur les écoles rurales du Vercors, et ils étaient restés en contact. Marcel appela Claire depuis une cabine téléphonique du village voisin, pas depuis chez lui, par précaution. Claire arriva le lendemain matin. Quand elle vit les documents que Léa avait sortis de l'abri, son visage changea. Elle avait l'habitude de voir des preuves, des accusations, des dossiers, mais rarement aussi complets, rarement aussi accablants. Cette femme, Nathalie Perrin, a fait un travail incroyable, murmura Claire en feuilletant les pages. Relevés bancaires, témoignages, photographies, copies de faux documents. C'est un dossier judiciaire clé en main. Elle regarda Léa. Et toi, tu as trouvé tout ça seul? Pas seul, répondit Léa. Thomas m'a donné le papier. Nathalie a caché les preuves. Henri Blanchard a construit l'abri. Moi, j'ai juste marché. Claire hocha la tête lentement. Tu as fait beaucoup plus que marcher, Léa. Le plan fut élaboré en moins de 24 heures.
Claire contacta le commissaire Renaud Légier à la brigade de protection des mineurs de Lyon, celui que Nathalie avait mentionné dans sa lettre. Légier confirma qu'il avait reçu des signalements anonymes concernant le foyer Les Glycines 2 ans plus tôt, mais que l'enquête avait été classée sous la pression de fonctionnaires du conseil départemental. Les mêmes fonctionnaires que Nathalie avait identifiés comme complices de Vasseur. Mais cette fois, avec les documents de Nathalie et le témoignage de Léa, Légier avait ce qui lui manquait, des preuves matérielles. Il coordonna l'opération avec la gendarmerie nationale, pas la locale, et le parquet de Lyon. Le matin du 8e jour après l'évasion de Léa, à 6 heures, 4 véhicules de gendarmerie se garèrent devant le foyer Les Glycines. Léa n'était pas dans les véhicules. Marcel l'avait gardée chez lui, en sécurité, sous la supervision d'une assistante sociale mandatée par le procureur de Lyon. Mais elle sut tout, plus tard, par Claire. Vasseur fut arrêté dans son bureau, encore en robe de chambre. Les 3 fonctionnaires complices furent interpellés à leur domicile le même matin. Les gendarmes trouvèrent, dans un coffre-fort dissimulé derrière une armoire du bureau de Vasseur, plus de 200 000 € en liquide, des faux documents et une liste soigneusement tenue à jour, de 47 enfants, transférés, en 8 ans. 47 enfants, dont Thomas. Il fut retrouvé 3 jours plus tard dans une ferme isolée du Dévoluy, à 60 km de Grenoble. Il travaillait dans une bergerie depuis sa disparition, sans contact avec le monde extérieur. Il dormait dans un réduit sans fenêtre, se levait à 5 heures du matin pour nourrir les bêtes, et n'avait pas parlé à un autre enfant depuis des semaines. Quand les gendarmes entrèrent dans la bergerie, Thomas ne dit pas un mot. Il regarda les uniformes avec la méfiance de quelqu'un qui a appris que l'autorité n'est pas toujours synonyme de protection. Mais quand on lui expliqua que c'était Léa qui avait rendu tout cela possible, Léa et le papier qu'il lui avait confié dans la bibliothèque, un soir de confiance, il sourit. Pour la première fois depuis des mois, il sourit. Et ce sourire-là, Léa ne le verrait que plus tard, sur une photo prise par un gendarme. Mais elle le garderait dans un cadre, sur son bureau, pendant des années. Au total, 19 enfants furent retrouvés dans des fermes et des propriétés non déclarées à travers l'Isère et la Drôme. Certains y étaient depuis plus de 3 ans. Certains avaient oublié à quoi ressemblait une salle de classe. L'un d'entre eux, un garçon de 14 ans prénommé Karim, ne savait plus écrire son nom. Vasseur fut mis en examen pour traite de mineurs, détournement de fonds publics, faux en écriture et mise en danger de la vie d'autrui. Les 3 fonctionnaires furent suspendus puis poursuivis pour complicité. Et Nathalie Perrin fut retrouvée. Elle vivait sous un faux nom dans une petite ville du Var, terrorisée, ayant fui après les menaces de Vasseur. Quand Claire la contacta pour lui dire que ses documents avaient été trouvés et utilisés, il y eut un long silence au téléphone. Puis Nathalie demanda « Qui les a trouvés ?» « Une fille de 11 ans. Elle s'appelle Léa. » Un autre silence. Puis des larmes. 6 mois plus tard, Léa vivait chez Marcel. Pas officiellement, pas encore, la procédure d'accueil familial prend du temps en France, et les dossiers passent par tellement de bureaux que même les assistants sociaux perdent le fil. Mais le juge des enfants avait autorisé un placement temporaire, et les papiers d'adoption étaient en cours. Marcel avait insisté. À 73 ans, les services sociaux avaient hésité. Mais le procureur de Lyon, impressionné par le rôle de Marcel dans l'affaire, avait appuyé la demande. Et quand Léa elle-même avait dit au juge, calmement, posément, comme sa mère l'aurait fait, « C'est chez Marcel que je veux vivre », la décision avait été prise. Marcel avait transformé la chambre d'amis en une vraie chambre d'enfant. Pas rose, pas à fleurs, Léa n'aurait pas supporté. Mais avec une étagère pleine de livres, un bureau sous la fenêtre qui donnait sur les montagnes, et un couvre-lit bleu foncé qu'elle avait choisi elle-même. Nathalie Perrin était venue lui rendre visite. Elle avait serré Léa dans ses bras pendant un long moment, sans rien dire, et Léa avait compris qu'elle n'avait pas besoin de mots. Elles appartenaient à la même histoire. Thomas vivait dans une famille d'accueil à Valence, une vraie cette fois, contrôlée et bienveillante. Il téléphonait à Léa chaque dimanche. Lors d'un de ses appels, il lui dit « Tu sais quoi? Je pensais que ce papier ne servirait jamais à rien. Que c'était juste un bout de papier inutile que je gardais parce que j'avais promis à Nathalie. » Il fit une pause. « Mais en fait, c'était une graine. Et c'est toi qui l'as fait pousser. » Léa sourit. Par la fenêtre, elle voyait les montagnes du Vercors, leurs crêtes blanches de neige dans le soleil de septembre. Quelque part sous ces montagnes, l'abri d'Henri Blanchard existait toujours. Silencieux. Intact. Prêt. Léa avait remis les provisions en ordre, rangé les documents, replacé la lettre d'Henri sur le bureau. Et elle avait ajouté sa propre lettre,
dans une enveloppe posée à côté de celle du vieux médecin. Elle avait écrit « Je m'appelle Léa. J'avais 11 ans quand j'ai trouvé cet endroit. Il m'a sauvé, comme il a sauvé d'autres avant moi. Si tu lis ces mots, c'est que tu en as besoin. Reste ici aussi longtemps qu'il le faudra. Tu n'es pas seul. Tu ne l'as jamais été. Quelqu'un, quelque part, se bat pour toi, même si tu ne le sais pas encore. » Et en refermant la trappe, Léa avait compris quelque chose que sa mère lui avait dit un jour, sans qu'elle en saisisse le sens à l'époque. Ce ne sont pas les murs qui font un refuge. Ce sont les gens qui décident qu'aucun enfant ne devrait avoir froid dans la nuit. Henri Blanchard l'avait compris en 1943. Nathalie Perrin l'avait compris des décennies plus tard. Thomas l'avait compris en gardant un bout de papier dans sa poche pendant 4 ans. Et Léa l'avait compris en marchant 15 kilomètres sous la pluie, dans les montagnes du Vercors, avec 50 € et une lampe torche. La chaîne ne s'arrêtait pas. Elle ne s'arrêterait jamais.